Bonjour, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du JT, le journal du télétravail de management. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef de Management, et tous les jours nous partageons ici bonnes idées, conseils, astuces pour mieux télétravailler. Ce podcast étant enregistré via Skype, vous excuserez la qualité parfois médiocre de la liaison, mais comme vous, nous sommes en télétravail à Management. C'est le journal du télétravail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Patrick Saoula. Patrick est professeur au collège Les Bréguières à Cagnes-sur-Mer où il a mis en place de nouvelles façons d'apprendre, une pédagogie basée sur la collaboration et la création qui lui a valu d'être sélectionné en 2018 parmi les meilleurs profs du monde lors d'un concours international dans lequel il était d'ailleurs le seul représentant français. Son point de vue est donc particulièrement intéressant alors que beaucoup de télétravailleurs doivent en ce moment gérer à la fois leur travail et celui des enfants à la maison. Bonjour Patrick. Bonjour Lomig. Comment allez-vous ? Vos élèves vous manquent en ce moment ? Alors oui, effectivement, mes élèves me manquent beaucoup, ça fait un peu bizarre. On a l'impression qu'il manque quelque chose. On les a quittés presque du jour au lendemain et là, ça fait bizarre, oui, effectivement. Alors comment vous vivez, vous, ce télétravail avec vos élèves ? Ça a été un peu du jour au lendemain, donc il a fallu préparer à la hâte les nouvelles façons de travailler. Et j'utilise tous les canaux disponibles. On communique ensemble par mail. Pour certains, c'est par Twitter. Pour d'autres, c'est via le NT de l'établissement. L'ensemble des parents ont mon numéro de téléphone également. Donc, j'utilise tous les canaux possibles pour essayer de n'oublier personne. Quel enseignement vous pouvez tirer de votre pédagogie et de votre méthode et qu'on pourrait appliquer ou essayer d'appliquer à la maison en cette période un peu particulière ? La façon dont j'essaie de travailler avec eux, alors comme moi en plus, notamment, c'est beaucoup sur la pédagogie de projet et puis notamment en classe avec des ateliers. J'essaie de faire en sorte que mes élèves puissent créer, notamment en atelier alimentation autour de recettes avec leurs parents, faire de la création et puis essayer de m'envoyer un peu sous forme de concours les réalisations qu'ils ont faites, qu'on partage avec les autres élèves. Ça va permettre de créer un lien, de rester dans le ludique et puis surtout de donner la possibilité aux élèves de pouvoir montrer à leurs parents ce qu'ils savent faire et puis de partager leurs projets avec eux. Donc au lieu de travailler simplement en projet en classe, l'idée c'est d'impliquer les parents à la maison, c'est ça ? Tout à fait. C'est-à-dire que suivant ce que je donne à travailler, les élèves font appel à leurs parents, doivent faire appel à leurs parents. Et puis, c'est même la consigne que j'ai donnée à leurs parents parce que je les appelle au moins une fois par semaine. Et l'idée, c'est vraiment qu'ils s'impliquent, qu'ils montrent à leurs frères, à leurs sœurs ce qu'ils savent faire et à eux d'améliorer en faisant appel aux compétences de leur famille. Tout à l'heure, j'ai lu une petite blague en disant que le niveau scolaire des parents allait augmenter en 2020. Alors depuis le début du confinement, certains se rendent compte qu'ils ont un petit peu de mal à jongler entre leur propre télétravail, je parle des parents, et celui que les enfants et élèves doivent faire. Quels conseils vous pourriez donner aux parents qui nous écoutent pour organiser au mieux à la fois leur télétravail à eux et celui de leurs enfants ? Alors, chez moi, on a mis une organisation, je ne vais pas dire un peu particulière, mais notre propre organisation, c'est-à-dire que on essaie de se lever le plus tôt possible. Alors, on ne met pas le réveil comme à l'école quand même. Tant qu'à faire, on laisse les enfants se reposer et vivre un petit peu à leur rythme le matin. Mais toute la matinée est consacrée au travail de mes enfants, avec nous en appui et on essaye vraiment... Alors, on a la chance d'être enseignants tous les deux. Donc, c'est quand même quelque chose... Il n'y a pas une grosse difficulté comparée à certains parents. Mais vraiment, l'idée, c'est d'accompagner les enfants le matin, de faire un maximum de travaux le matin, et puis l'après-midi, c'est plutôt consacré à notre télétravail à nous. Et puis pour les enfants, on est sur le ludique, sur des choses qui sont plus ludiques, où eux vont pouvoir un peu plus s'amuser, s'éclater, réaliser des projets artistiques. Tout ce qui est ludique demandé par les enseignants, c'est programmé sur l'après-midi.
Au-delà de l'école et de l'apprentissage scolaire, vous intervenez souvent auprès des entreprises où vous leur présentez notamment cette classe ouverte que vous avez imaginée, ce concept Oui. pédagogique assez innovant. Qu'est-ce qu'on peut en tirer aujourd'hui dans l'organisation du travail et notamment dans cette période de confinement? Effectivement, le concept aujourd'hui se répand et s'est répandu dans les entreprises et même dans différents établissements scolaires. Aujourd'hui, on en est à 16 concepts en France, donc ça a quand même pas mal évolué depuis. Est-ce que vous Euh, pouvez nous le rappeler et nous l'expliquer surtout en deux, trois mots pour ceux qui oui, n'en ont oui, jamais tout à entendu fait. parler? Alors, c'est un nouveau lieu dans les établissements scolaires, mais aussi dans les entreprises, qui permet à chacun de pouvoir valoriser ses compétences personnelles, extra-professionnelles, de mettre ces compétences-là au service des uns et des autres, autour d'une idée ou d'un projet des différents collaborateurs dans l'entreprise, et de pousser cette idée et ce projet le plus loin possible. Donc c'est à la fois un lab interne et puis c'est construit autour de ce qu'on appelle beaucoup aujourd'hui dans les RH les soft skills, ces compétences douces par rapport au savoir dur que l'on Tout possède. à fait, tout à fait. Et puis, quand on dit compétences douces, mais ça peut être aussi des compétences extrêmement importantes pour les entreprises et dont elles ne soupçonnent même pas l'existence et de pouvoir en tirer profit. Mais dans le sens profit, dans la valorisation, c'est-à-dire le bien-être, l'envie de vouloir rester dans l'entreprise, de partager des choses avec les différents collaborateurs, de pouvoir mettre en avant toutes les qualités que l'on peut avoir et de montrer un peu qui on est vraiment en fait. Une de ces compétences douces qui est vraiment sollicitée en ce moment et qui est très utile, c'est l'adaptabilité et la capacité à réagir rapidement et donc à s'adapter. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous travaillez particulièrement dans vos classes ouvertes? Tout à fait, c'est même, je veux dire, la première des compétences. Et aujourd'hui, on voit même que les enseignants sont des professionnels de l'adaptabilité. En très peu de jours, ils ont dû mettre en œuvre une nouvelle façon de travailler à distance, de s'adapter. Pour avoir suivi ce qui se passe avec mes collègues, les groupes WhatsApp qui se sont créés, les échanges de documents, tout ce qui tourne autour de l'apprentissage, les différentes techniques. Je trouve que c'est vraiment une période propice à l'innovation pédagogique ou même dans les entreprises parce que aujourd'hui, on innove énormément quand on est un petit peu devant le fait accompli. Quelque chose que l'on prépare, on a le temps, ça ne donnera jamais la même chose qu'un travail qu'il faut rendre de suite pour le lendemain, comme on dit un peu quand on est charrette, c'est toujours là où on sort les choses extraordinaires. Alors, si on n'est pas, si on se sent pas tout à fait assez compétent sur ce registre de l'adaptabilité, est-ce qu'il y a deux, trois petites choses qu'on peut essayer de faire pour, alors là, on est tous effectivement au pied du mur et on a tous été obligés de s'y mettre, mais malgré tout, est-ce qu'il y a un état d'esprit particulier, des choses à faire pour travailler sa capacité de s'adapter? C'est vraiment de se dire, je peux apprendre des autres, et c'est l'ouverture d'esprit, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est ouvert, on s'adapte plus facilement aux situations et surtout on ne se freine pas. Alors vous disiez que le plus gros frein c'était de pas s'en sentir capable. C'est vrai que là avec le télétravail, beaucoup de gens s'y sont mis de façon obligée et forcée alors qu'ils pensaient que c'était pas pour eux ou pas adapté à leur métier ou qu'ils n'y arriveraient pas. Ils se sont rendus compte que finalement c'était possible. Est-ce que c'est un peu le même type de blocage que vous avez vous pu ressentir avec certains élèves en difficulté dont vous vous occupez? C'est-à-dire que le principal frein à l'apprentissage ou au fait d'oser ou au fait de se lancer, c'est de se mettre des propres blocages soi-même en fait. Mais tout à fait. C'est même le propre du concept des salles que l'on a mis en place. C'est vraiment de se dire qu'on a tous des compétences, voilà, on a tous une compétence extraordinaire et qu'il faut pouvoir mettre en avant, montrer et valoriser et surtout de se dire je peux le faire. Après, la difficulté, c'est que des fois, pour pouvoir y arriver, on a besoin d'autres personnes. Et venir le dire, on a besoin, on aimerait, et trouver des personnes qui ont envie, à la maison, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on peut on peut rencontrer des difficultés aujourd'hui, mais dans le cocon familial, on va s'aider, on va s'entraider et on va y arriver. Ça, je pense que ça va être une des compétences que tout le monde va acquérir, c'est de se dire, on peut y arriver, on a réussi, presque du jour au lendemain, on l'a fait, mais pour cela, pour y arriver, j'ai fait appel aux compétences de mes voisins, des membres de ma famille, à distance de mes collègues de travail. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudra garder. En fait, avant d'être prof, vous êtes surtout coach en motivation. Oui, il faut être
Déjà, il faut être un bon coach en motivation déjà pour faire ce métier, déjà, tout simplement. Et puis, il faut s'appliquer à soi-même ce que l'on dit aux autres. Et moi, j'y crois vraiment. C'est-à-dire que pour y arriver, on a besoin des autres. Y arriver tout seul, c'est un peu... on peut, mais ça prendra plus de temps, ou on fera toujours moins bien que tous ensemble. Merci beaucoup Patrick pour cet éclairage et ce regard sur la pédagogie à distance et surtout sur ce que cette crise peut nous apporter de positif à la sortie, du moins on l'espère. Avec grand plaisir, et puis j'espère qu'elle ne sera pas aussi longue que prévu. À bientôt. 2 dernières suggestions avant de vous laisser. Une chanson à écouter pour vous changer les idées. L'école est finie de Sheila pour rebondir sur l'échange que nous venons d'avoir avec notre invité. Et puis un podcast que je vous recommande, Scène de crime au pluriel. Un podcast du magazine Ça m'intéresse qui revient sur les parcours de criminels et psychopathes et vous plonge dans des histoires diaboliques et terrifiantes. Parce que la vérité est toujours plus forte que la fiction. Scène de crime à retrouver sur le site samintéresse.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Je vous dis à lundi pour un prochain journal du télétravail. D'ici là, soyez prudents, respectez les consignes et les gestes barrières, restez chez vous, portez-vous bien et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.